Salut à tous, c'est Vince, le youtubeur le plus régulier de France, et aujourd'hui c'est l'été, on se fait chier, il n'y a personne sur YouTube, du coup c'est le moment parfait pour vous parler de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement des réseaux neuronaux. L'intelligence artificielle a explosé ces dernières années, même si elle existe en réalité depuis la création des ordinateurs. On entend beaucoup de choses autour de l'IA, et il y a de grands hommes qui sont penchés sur la question, comme par exemple Stephen Hawking qui nous dit « La création de l'intelligence artificielle sera le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. » Mais il pourrait aussi être l'ultime. Une telle forme d'intelligence pourrait s'émanciper et même améliorer sa propre conception à une vitesse toujours croissante. Les humains, limités par leur évolution biologique lente, ne pourraient pas rivaliser et seraient ainsi détrônés. Bon, je vous rassure, même si on avance très vite dans ce domaine, on est encore loin de cette dystopie. D'ailleurs, l'intelligence artificielle que nous allons voir dans cette vidéo est plutôt simple, elle va réaliser une tâche très basique. Bon, faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est un domaine super vaste. C'est un peu comme quand un mec te dit qu'il est informaticien, ça veut un peu rien dire. On va donc se concentrer dans cette vidéo sur la création de réseaux neuronaux artificiels. Pour suivre cette vidéo, vous n'avez pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible chaque notion. En revanche, il vous faudra par moment un bon bagage mathématique pour comprendre certaines notions. Faut pas oublier que l'informatique, c'est des maths. Je vais donc commencer par vous expliquer ce qu'est un réseau de neurones. Un réseau de neurones artificiels, c'est en fait une collection de neurones qui sont reliés entre eux par des synapses. Il y a 3 couches. La couche d'entrée dans laquelle on va rentrer nos données. Ensuite, la couche qui est dite cachée. C'est une couche qui peut être de très grande taille, c'est notamment là qu'on va parler de deep learning. Mais cette couche n'est pas obligatoire, on peut faire sans. Et puis enfin, on a la couche de sortie avec notre résultat final. Les cercles représentent nos neurones, et les traits reliant ces cercles représentent les synapses. Chaque synapse comporte un poids. Ce poids représente en réalité la force de connexion entre deux neurones. Alors j'ai dû en perdre quelques-uns là, mais n'ayez pas peur, on va voir un exemple concret juste après. Alors avant de vous donner un exemple, on va juste voir comment fonctionne en fait ce réseau de neurones. Donc il y a plusieurs étapes à respecter et à suivre dans cet ordre-là. Donc la première étape, ça va être de multiplier nos valeurs d'entrée par le poids des synapses. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'appliquer une fonction d'activation. En l'occurrence, ici, on va utiliser la fonction sigmoid, c'est une des plus utilisées. Ensuite, on va calculer l'erreur. Donc en fait, la fonction sigmoid va nous ressortir une valeur. Donc cette valeur de sortie, ça va être notre valeur finale. On va comparer cette valeur-là à la valeur qu'on aura dû obtenir, et c'est là qu'on va obtenir notre erreur. Ensuite, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'algorithme du gradient pour définir différentes choses. On verra ça plus tard. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de modifier le poids des synapses pour avoir des résultats différents. Et ensuite, la dernière étape, ça va être d'entraîner notre machine à faire ça plusieurs fois pour obtenir des valeurs proches de la réalité. On a donc cet exemple concret. J'ai ce réseau neuronal et on va essayer de le résoudre. Donc, on va déjà faire la première étape. Je vais vous expliquer seulement celle-là pour l'instant. Donc, c'est ce qu'on appelle la propagation avant. Donc, c'est les étapes de multiplication des poids avec les valeurs et l'application d'une fonction d'activation. Donc, dans notre exemple, on a 2 valeurs d'entrée, 3 valeurs cachées et une valeur de sortie. Nos 2 valeurs d'entrée, ce sont 2 et 9. On voit qu'il y a des poids correspondants pour chacune des synapses. Donc, par exemple, si je prends 2, on voit qu'il a 0,2 en poids pour la première synapse, donc celle qui va sur le premier neurone des neurones cachés. Et si je prends 9, lui c'est 0,8. Donc la première étape, je vous ai dit, c'est quoi? C'est multiplier nos valeurs d'entrée par la valeur des synapses. Donc on va faire 2 fois 0,2. Donc vous voyez 2 c'est ma valeur d'entrée, 0,2 c'est son poids correspondant. Plus 9 ma valeur d'entrée fois 0,8, donc qui est la valeur de son poids. On obtient donc 7,6. À cette valeur-là, on va appliquer la fonction sigmoid. Comme je vous ai expliqué, c'est la fonction d'activation. Donc il en existe plusieurs dans le monde de l'intelligence artificielle, mais moi en l'occurrence, je vais utiliser la fonction sigmoid. Elle est intéressante parce qu'elle nous donne des valeurs dans l'intervalle 0 et 1. Donc la sigmoid de 7,6, c'est 1 divisé par 1 plus e à la puissance moins 7,6, ça nous donne 0,9994. On peut voir, c'est la valeur qui est sur notre schéma. Ensuite, on répète la même opération 2 fois en fait pour les 2 autres synapses et on voit qu'on obtient donc 0,9994, on obtient 1 et on obtient 0,9984. Donc ces 3 valeurs là, même principe, pour obtenir la valeur de sortie, on va devoir les multiplier par leur poids. Donc 0,9994 fois 0,4 plus 1 fois 0,5 plus 0,9984 fois 0,9, ça nous donne donc 1,79 et la sigmoïde de 1,79 c'est bien 0,85. C'est donc la valeur finale de sortie de notre synapse. Alors là, si tout va bien, vous avez toujours rien compris. Et c'est normal, n'ayez pas peur. C'est pas vraiment un cas concret.
On ne sait pas à quoi correspond notre valeur de 9, notre valeur d'entrée, et on ne sait pas à quoi correspond notre valeur de sortie. C'est plutôt flou. On va donc voir un cas concret et enfin commencer à coder. Je vais tout programmer en Python, c'est un des langages les plus utilisés en intelligence artificielle, déjà parce qu'il est simple, et ensuite parce qu'il y a plein de bibliothèques déjà disponibles. Si vous souhaitez reproduire les mêmes codes que moi, je vous conseille de télécharger Anaconda, il va vous permettre d'avoir déjà énormément de bibliothèques de Python disponibles sur votre machine. C'est donc parti, prenons un cas concret. Imaginons que je sois botaniste. Je me suis amusé à mesurer la largeur et la longueur des pétales d'une fleur, ainsi que leur couleur. J'ai noté tout ça dans un petit tableau, et je suis bien content, j'ai mon tableau avec mes valeurs. Par contre, je me rends compte que j'ai oublié de mettre la couleur pour une fleur. Je vois qu'elle a une longueur de 4,5 et une largeur de 1. Du coup, c'est un peu bête, je connais pas la couleur. Je vais donc créer une intelligence artificielle qui va être capable de me donner la couleur d'une fleur suivant sa largeur et sa longueur. On se retrouve donc sur ma machine, on va pouvoir enfin commencer à coder. Donc, j'ai lancé Visual Studio Code qui va nous permettre de coder, donc c'est l'éditeur que j'utilise pour coder. J'ai lancé également Anaconda, comme vous pouvez le voir ici, ça se représente sous cette forme-là. Et je vais lancer JupyterLab, c'est un outil, vous allez voir, qui est super intéressant, ça va me permettre de vous montrer quelques notions ou des exemples si vous ne comprenez pas très bien. Par exemple, en fait, ici, on peut écrire directement notre code Python et l'exécuter après. Si par exemple, je fais 3x3, CTRL entrée, on a la valeur qui est juste ici, donc ça va être sympa pour vous montrer différentes notions. Donc c'est parti, CTRL N, on crée un nouveau fichier, on l'enregistre, on va l'appeler first.ai.py. Alors la première étape, ça va être d'importer NumPy. En fait, c'est une bibliothèque qui va nous donner beaucoup d'outils mathématiques, notamment pour la gestion des matrices, c'est surtout pour ça que je vais utiliser dans cette notion. Mais c'est vraiment intéressant pour beaucoup de choses, notamment en mathématiques. NP, donc ça va être le raccourci, on va pas écrire NumPy à chaque fois en fait, sinon c'est un peu relou. Première étape, on va rentrer nos valeurs d'entrée, les valeurs d'entrée de nos synapses. On va donc créer une nouvelle variable qu'on va appeler xEntrée, donc x comme l'axe x, np array, comme je vous disais, on va déjà utiliser la bibliothèque NumPy. On va créer un tableau, en fait, ça va être une matrice. Hop, donc à la fin, on précise quel type de valeur on va mettre dans cette matrice, donc dtype égale float. Ça va donc être des floats qui vont être stockés dans notre matrice. Et ensuite, ici, il suffit de rentrer chacune de nos valeurs qu'il y a dans notre tableau. Donc sous forme de tableau. Hein. Ici, par exemple, ma première valeur, c'est 3, 1,5. Je rentre 3, 1,5. Ensuite, virgule, et je rentre chacune de mes valeurs. Donc on se retrouve quand j'ai fini. Voilà, j'ai donc fini de rentrer mes valeurs. Donc on a 3, 1, 5, 2, 1, 4, 1, 5, 3, 1, 3, 5, 0, 5, 2, 0, 5, 5, 5, 1... 1, 1 et 4, 1,5. On a donc rentré toutes nos valeurs. Maintenant, on va rentrer les valeurs que doit déduire notre machine. Ça va être les valeurs qu'on va appeler Y. Donc Y est égal, pareil, on utilise un tableau NP de NumPy. Donc NP array. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce tableau? On va définir en fait, je fais une note ici en commentaire, la valeur 1, donc la donnée de sortie, ça sera égal à la couleur rouge. Du coup, vous avez compris, 0, ce sera la couleur bleue. C'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure avec la fonction sigmoid. En fait, elle va nous permettre de donner une valeur entre 0 et 1. Quand la valeur sera au-dessus de 0,5, on sait que ce sera rouge. Quand la valeur sera inférieure à 0,5, on sait que ce sera bleu, car ce sera plus proche de 0 ou plus proche de 1. Donc même principe, ici on précise qu'est-ce qu'on met dans le tableau. Pareil, dtype égale float, on va aussi stocker des floats. Et donc, même principe, on rentre les valeurs. Ici, ça va pas être une matrice, ça va être simplement un tableau avec une valeur, donc 1. 0. Donc j'ai oublié de vous dire, ici j'ai bien mis les valeurs dont on n'a pas la couleur. Donc ça c'est 4, 1, 5, c'est ce qu'on doit deviner. Donc je les ai quand même mis dans ma matrice. Par contre ici je les ai pas mis. J'ai mis 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ça correspond seulement aux 8 premières valeurs. Pas à ma 9e et la dernière. Donc on a nos valeurs d'entrée, notre valeur de sortie. Maintenant on va essayer de tout mettre sur la même échelle. Pour être entre 0 et 1, même pour nos valeurs d'entrée. Parce que là actuellement, non, on a des valeurs comme 3,5, 2, 1. Donc on va essayer d'être entre 0 et 1. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit de diviser les valeurs par la plus grande valeur. On va l'appeler ça xEntrée encore. C'est donc égal à xEntrée divisé par np à max. Donc chercher la valeur max de xEntrée. Donc là maintenant, au moins, on va diviser par exemple ici, on regarde pour 3. La valeur maximale, ça va être 5.5, ok? Donc on va faire 3 divisé par 5.5, 2 divisé par 5.5, 4 divisé par 5.5, etc. Ensuite, pareil pour la deuxième valeur. 1,5, la plus grande valeur, ça doit être peut-être bien 1,5. Ouais, donc 1,5 divisé par 1,5, 1 divisé par 1,5, etc. Ensuite, on va donc obtenir notre tableau avec des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc là, je vais pouvoir vous montrer
ça qui est bien du coup avec cet outil. Donc ici mes valeurs d'entrée et mes valeurs de sortie. La valeur d'entrée est modifiée et entre 0 et 1, donc on va l'afficher. Voilà, ici maintenant, vous voyez qu'on a plus 3 et 1, 5, on a 0, 5 et 1. En fait, on a divisé chaque valeur, donc 3 divisé par la valeur max, donc ça doit être 5,5, ça fait 0,5. 1, donc 1,5 divisé par 1,5, etc. Donc là au moins, on a des valeurs entre 0 et 5. Et ici, pareil, on a des... entre 0 et 1. Et ici, pareil, on a des valeurs entre 0 et 1. On va pouvoir travailler avec ça. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a à la fin ici les valeurs dont on ne connaît pas la couleur. On va donc pas s'intéresser à cette valeur-là. Maintenant, créer une nouvelle valeur, n. On va utiliser np-split, donc ça nous permet de récupérer seulement les valeurs qui nous intéressent. On veut donc seulement nos 8 premières valeurs. Voilà, ça nous permet de récupérer seulement les 8 premières valeurs. Donc 3, 2, 4, 3, 3, 5, 2 et 5, 5 et 1. C'est tout. La dernière valeur, elle ne nous intéresse pas parce que on ne connaît pas sa couleur. C'est celle dont on va vouloir deviner la couleur. Donc justement, on va récupérer cette valeur-là. Comment faire? On va créer une nouvelle valeur qu'on va appeler xPrédiction. Voilà, ça nous a permis donc de récupérer seulement ce qui nous intéresse. Si je nous affiche x, on peut voir que c'est seulement les valeurs qui nous intéressent sauf la dernière. Donc en gros, c'est le hunter sans la dernière valeur. Ensuite, si je nous affiche la prédiction, voilà, c'est seulement la dernière valeur. Maintenant qu'on a tout ça, on est prêt pour créer notre classe de réseau neuronal. Donc, classe. Voilà, notre classe est prête, donc on va déjà définir plusieurs paramètres. Le premier, ça va être le nombre de synapses d'entrée, donc input, on va l'appeler. Donc je suis désolé, il y aura un peu d'anglais, mais c'est plus simple. On a 2 synapses d'entrée, donc input size, on le met à 2. Donc cette fois, ça va être les valeurs de sortie, donc output. Lui qui va être égal à 1, on veut qu'une valeur de sortie. Et ensuite, la dernière valeur, ça va être nos synapses cachées, combien on en veut. Donc là, ça va être les différents paramètres de notre fonction. Ensuite, il va nous falloir d'autres paramètres, ça va être les poids. Au début de notre programme, ces poids, ils sont définis de manière aléatoire. La première fois que je vais lancer mon intelligence artificielle, elle va choisir ces poids-là de manière aléatoire. C'est que après qu'elle les modifiera. Donc là, ce qu'on va faire, c'est générer aléatoirement des poids. W1. Pourquoi W1? On va générer les poids dans une matrice, donc ça va prendre en compte tous nos poids en fait entre les synapses d'entrée et les synapses cachées. Donc pour ça, pareil, np nous donne un outil vraiment intéressant, ça va être donc np.random.randn. Il prend en paramètre notre input et nos synapses cachées, la valeur du nombre de synapses cachées. C'est logique entre input, donc c'est-à-dire entre les valeurs d'entrée et entre les valeurs cachées. Ça va être donc une matrice 3 par 2. Ensuite, on veut faire pareil pour W2. Donc si vous avez bien compris, même principe, random, sauf que cette fois c'est entre notre synapse qui est cachée et notre synapse finale, donc notre synapse de sortie. Donc ici ça va être hidden, et ici ça va être output. Du coup cette fois c'est pas une matrice 3 par 2, mais 3 par 1. D'ailleurs ici je me suis trompé, c'est pas une matrice 3 par 2 mais une matrice 2 par 3. On a maintenant nos poids qui sont générés de manière aléatoire. Maintenant on va définir une fonction. Ça va être la fonction qu'on appelle en anglais forward, en fait c'est la propagation avant. Alors qu'est-ce que fait cette fonction de propagation avant? On l'a vu plusieurs fois, je vous l'ai montré dans les exemples dans la vidéo. Elle permet de multiplier nos valeurs d'entrée par le poids et ensuite d'utiliser la fonction sigmoid sur ce résultat pour obtenir notre valeur finale. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va créer une valeur qu'on va appeler z. On va faire une multiplication matricielle donc entre nos valeurs d'entrée et notre poids qui a été généré de manière aléatoire. Donc comment ça se définit? Sous NumPy, c'est donc la fonction dot, elle va prendre un paramètre x qui est le paramètre également de notre fonction et elle va prendre donc self.w1. Pour que vous compreniez bien, je vous ai fait un petit exemple sous JupyterLab. Ici, je génère aléatoirement mes poids. Ici, j'affiche x, donc qui sont nos valeurs d'entrée. J'affiche nos poids. Ensuite, je fais le fameux calcul np-dot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, ce qu'on voit tout ici, c'est ma matrice x, donc avec mes valeurs. Ici, c'est mes poids. Mes différents poids qui ont été générés de manière aléatoire. Et enfin, ici, c'est le produit matriciel entre ces deux matrices. Pour ceux qui ont fait des maths, vous vous souvenez, le produit matriciel, c'est quoi? C'est ligne par colonne. Donc, je vais multiplier chaque ligne par chaque colonne. Donc par exemple ici, ça va être 0,54 55 fois 0,14 plus 1, donc cette valeur-là, fois 0,318. Et je devrais normalement obtenir cette valeur-là. On va donc faire un test. On va prendre cette valeur-là fois 0,1455 plus, donc on a bien compris ici, ligne, je multiplie cette ligne-là par cette colonne-là, plus une fois ma ligne fois 0,31. Donc normalement si tout va bien, je devrais obtenir cette valeur-là. C'est la première valeur de mon tableau.
Voilà, si tout va bien, on a obtenu voilà, exactement la même valeur qu'on a ici. Et donc ça, pour obtenir toute cette grande matrice, bah, c'est le même principe. Pour la deuxième valeur, par exemple, ça va être donc 0,36 fois 0,14 plus une fois ça. Et en fait, donc, on fait ça pour chaque valeur, une par une, et on obtient du coup cette grande matrice, qui est donc la matrice des valeurs qui ont été obtenues. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette matrice de valeurs? Et ben on y applique tout simplement la sigmoïde. Donc self.z2, c'est égal à self.sigmoid. Donc je ne l'ai pas encore écrit, la fonction de sigmoid, mais elle est très simple. Vous la connaissez, self.z. On applique donc la sigmoïde à toutes ces valeurs-là. En fait, c'est ici qu'on va obtenir nos valeurs cachées. Donc là, on est à l'étape des valeurs cachées. Donc Z2, si vous avez bien compris, Z en fait ça représente notre valeur d'entrée, Z2 nos valeurs cachées, et Z3 ça va être notre valeur finale, notre output. Même principe, on recrée un produit matriciel cette fois entre les valeurs cachées et les poids qui vont jusque la valeur finale, donc la valeur de sortie. Et cette fois ça va être notre deuxième poids, donc self.w2, qui est donc le poids entre les valeurs cachées et la valeur de sortie. Et ensuite pour finir, on crée une valeur O, qui est donc notre output, notre valeur finale de sortie, qui est donc la sigmoïde de ce fameux Z3. Donc si vous vous souvenez du début de la vidéo, bah en fait c'est les mêmes étapes, sauf que cette fois bah, on le programme. N'oublie pas de retourner notre output. Donc justement cette fonction sigmoïde, bah, on va la définir. Ensuite bah, c'est simple, il suffit juste de retourner 1 divisé par 1 plus NP. Donc pour les exponentielles, voilà pourquoi NP est vraiment intéressant. Exponentielle de moins S. Et là, on a donc bien notre fonction sigmoïde. Voilà, maintenant, bah, on peut créer notre réseau de neurones, donc NN, Neural Network, on a notre réseau de neurones. On va définir notre valeur de sortie, ça va être NN forward, de grand X. Donc grand X, hein, je vous rappelle, c'est nos valeurs d'entrée qui sont ici. On va faire un petit affichage, print. Donc ça nous permettre d'afficher donc l'output, les sorties qu'a généré notre programme. Et à côté, pour voir si c'est trompé ou pas, bah on va afficher la vraie sortie. Donc c'est bon, on n'a plus qu'à lancer notre programme. Donc Python, le nom de notre programme, donc nous on l'appelait firsti.py. On lance. La sortie qui a été prédite par l'intelligence artificielle, 016, 018, 015, 017, 019, 020, 016, 018, et la vraie sortie c'est 10, 10, 10. Donc on voit bah, qu'il y a un problème. On est loin des valeurs recherchées. Comme on a pu le voir avec les résultats du programme, les prédictions ne sont pas bonnes du tout. Et c'est normal parce que les poids qu'on a choisis ont été choisis de manière aléatoire. Maintenant, la suite de l'opération, ça va être de modifier ces poids-là pour obtenir la bonne valeur. Si j'ai rentré une fleur rouge, il faut bien que j'obtienne un 1 à la fin, et pas un 0,4 qui a été choisi de manière aléatoire. C'est donc là qu'intervient le phénomène de rétropropagation du gradient. Comme son nom l'indique, on va faire un chemin inverse. On va devoir utiliser ce qu'on appelle une fonction objectif pour calculer combien notre réseau est loin de la bonne réponse. Donc ça c'est simple, il suffit de prendre la valeur qu'on souhaite avoir, la valeur qui nous a été donnée, on soustrait les deux et on obtient une valeur. Ensuite, suivant ce résultat, on va modifier les poids des synapses pour rendre le résultat le plus proche possible de sa valeur réelle. Il y a beaucoup de maths derrière ce phénomène et du coup je vais essayer de simplifier un maximum possible pour que le plus de monde puisse comprendre. On souhaite savoir comment modifier les poids des synapses. Mais pour ça, faut déjà qu'on sache comment ces poids ils affectent notre valeur d'entrée. Et pour ça, en fait, on va utiliser la technique de l'algorithme du gradient. En fait, il existe différentes techniques de ce type. Nous, on a choisi celle-là, en l'occurrence. Elle colle bien à notre cas. Du coup, je vous mets un lien en description si vous voulez en savoir plus, mais je vais pas trop passer de temps dessus parce que c'est quand même assez compliqué. Pour calculer nos nouveaux poids, il y a donc différentes étapes. La première, ça va être de calculer la marge d'erreur. Donc ça, c'est simple, ça va être par soustraction de notre valeur d'entrée moins celle qui nous a été donnée par le programme. On va appeler cette valeur erreur. Ensuite, on va appliquer la dérivée de la fonction d'activation à cette erreur. C'est donc la dérivée de notre fonction sigmoïde. On va obtenir ce qu'on appelle l'erreur delta. Ensuite, à l'erreur delta, on va effectuer une multiplication matricielle avec notre poids numéro 2. Et en faisant cette manipulation, on va en fait obtenir l'erreur de notre deuxième couche. Avant, on avait l'erreur de notre troisième couche, donc notre couche de sortie. Et maintenant, grâce à cette manipulation, on a l'erreur de notre deuxième couche. Maintenant, on va calculer l'erreur delta de la deuxième couche en appliquant pareil la dérivée de notre sigmoïde. Et pour finir, on a juste à ajuster les poids de la première couche. Donc pour ça, il faut réaliser une multiplication matricielle entre nos valeurs d'entrée avec l'erreur delta de la deuxième couche. Et ensuite, pour la deuxième couche, pareil, il faut modifier les poids. Donc pour ça, c'est très simple, une multiplication matricielle entre notre deuxième couche et l'erreur delta. On n'a donc plus qu'à programmer la rétropropagation.
J'en profite juste pour vous dire que si cette vidéo vous plaît jusqu'ici, pensez à mettre un petit j'aime et surtout activer la petite cloche, ça m'aiderait beaucoup. Donc on se retrouve de nouveau sur Visual Studio Code et on va finir notre programme. Donc on va avoir besoin d'une nouvelle fonction qu'on va appeler sigmoid prime. Ça va être en fait la dérivée de notre fonction sigmoid tout simplement. Donc la dérivée de la fonction sigmoid, c'est simple, c'est s fois 1 moins s. Je vous laisserai faire la dérivée vous-même si vous avez envie. Donc maintenant, on peut commencer à développer notre fonction de rétropropagation. Alors voilà comment elle est définie. 3 paramètres, x la valeur d'entrée, y la valeur qu'on devrait avoir, et O, la valeur de sortie. Première étape, on l'a vu, c'est calculer l'erreur. On va donc créer une nouvelle variable qu'on va appeler O error, donc comme output error. Et cette valeur, c'est simple, on l'a dit, c'est la valeur d'entrée moins la valeur de sortie. Donc Y moins 0, tout simplement. Maintenant, on va calculer l'erreur delta, ce qu'on appelle l'erreur delta, qui est donc tout simplement l'erreur multipliée par la dérivée de notre sortie. Voilà, tout simplement, ça c'est ce qu'on appelle l'erreur delta. Maintenant qu'on a ça, on peut calculer l'erreur de nos 3 neurones cachés. Comme tout à l'heure, multiplication matricielle entre cette valeur-là et W2. Donc W2, je vous le rappelle, c'est nos poids entre les neurones cachés et le neurone de sortie. Maintenant qu'on a fait ça, on va calculer l'erreur delta de notre couche du milieu, notre couche cachée. Donc l'erreur delta, c'est comme au-dessus en fait, donc ça va être self. Quand on regarde, en fait, c'est plutôt simple, ça se répète. Ici, on calcule notre erreur, donc suivant notre dernier neurone, le neurone de sortie. Ensuite, on calcule l'erreur delta de ce fameux neurone de sortie. Une fois qu'on a cette erreur delta, on peut calculer du coup l'erreur des 3 neurones cachés. On le fait avec cette manipulation-là. Ensuite, ici, on calcule l'erreur delta de 3 neurones cachés. Maintenant, la dernière étape, et on aura fini, ça va être de mettre à jour nos poids. Donc, comment on fait ? On prend les poids W1, donc celui qui est entre les 2 neurones d'entrée et les 3 neurones cachés, auquel on va additionner le produit matriciel des valeurs d'entrée avec notre Z2 delta. Voilà, tout simplement, et ça nous permet de mettre à jour le poids. Pareil pour W2, on le met à jour aussi, plus égal. Cette fois, pour mettre à jour W2, on fait un produit matriciel, une multiplication matricielle entre Z2 et notre erreur delta. Voilà, on a donc fini notre rétropropagation. Alors maintenant, il va falloir faire ça, mais plusieurs fois. Si on le fait qu'une fois, on va mettre à jour seulement une fois nos poids et c'est pas intéressant. On va donc créer une fonction qu'on va appeler train, c'est-à-dire s'entraîner. On va entraîner notre machine à mettre à jour son poids. On prend 2 paramètres, notre valeur d'entrée et les valeurs qu'on devrait recevoir. On va définir notre output comme étant la valeur de forward, donc de la propagation avant. Et ensuite, on va utiliser notre fameuse rétropropagation en lui donnant x, qui sera toujours notre valeur d'entrée, y, qui sera la valeur qu'on attend, et O, qui est l'output venant de forward, les valeurs donc qu'on a vues tout à l'heure. Et voilà, maintenant on a une intelligence artificielle qui va pouvoir s'entraîner toute seule à détecter quel est le type d'élément dans nos pétales, dans notre cas à nous. On va donc faire un petit exemple. Donc on garde NN est égal à neural network. On va faire une boucle pour répéter plusieurs fois une tâche. On va par exemple le faire 30 fois. Commencer. On a vu tout à l'heure qu'en le faisant une seule fois, c'était pas bon du tout. On va voir maintenant en le faisant plusieurs fois et en mettant en plus à jour les poids. Je commence par afficher le nombre d'itérations. Ensuite, je vais afficher mes valeurs d'entrée. Pour ça, c'est simple. On affiche grand X. Ensuite, on affiche tout simplement les sorties actuelles, les vraies sorties qu'on devrait avoir. Et ensuite, on peut afficher les sorties qui ont été prédites par notre intelligence artificielle. Ici, je vais arrondir mes valeurs à 2 décimales. Sinon, on pourrait avoir des valeurs qui vont à l'infini et on pourrait pas avoir une bonne prédiction. Donc on va arrondir à 2 décimales. Pour ça, NumPy propose un outil. Voilà, donc ici, on arrondit à 2 décimales. Maintenant, on appelle notre fonction d'entraînement. Voilà, normalement, là, on a un programme qui marche. Je viens juste de me rendre compte d'une petite erreur. Quand on regarde ici, en fait, j'ai mis que 6 valeurs, alors qu'il en faut 8 normalement, donc ça va pas bugger pour la propagation avant, parce qu'on n'utilise pas Y, mais là, on va avoir besoin de Y. Donc n'oubliez pas de rajouter donc 2 valeurs. 1 et 0. Donc là, on a bien 8 valeurs. 2, 4, 6, 8. Donc là, normalement, tout devrait fonctionner. J'enregistre et on lance. Donc ça va être Python. Voilà. On a eu 30 itérations. Et donc, on va regarder un peu ce que ça donne. On va regarder par exemple la 25e. Ici on voit valeur d'entrée, donc c'est toutes nos valeurs d'entrée. Elles sont sous une drôle de forme parce qu'elles ont été simplifiées entre 0 et 1. Mais on voit bien donc valeur d'entrée, sa valeur de sortie actuelle et ce qu'a prédit le logiciel. On voit que pour la première 1, il trouve 0,43. Pour 0, il trouve 0,42. Là il a faux, là il a bon, là il a faux, là il a bon, là il a faux, et là il a bon. On peut voir en fait qu'il s'est trompé quasiment à chaque fois, sauf ici 0,5. Mais pourquoi? Parce qu'on l'a pas entraîné assez de fois. On a fait seulement 29 itérations. Maintenant on va aller vraiment loin. On va faire par exemple 30 000 itérations. Je lance le programme.
on vient de l'entraîner 30 000 fois le logiciel et maintenant on va voir les résultats. Donc pour la première, il aura dû trouver 1, il a trouvé 0,68. Donc on est bon, on est au-dessus de 0,5. Ici, il aura dû trouver 0, il a trouvé 0. Ici, il aura dû trouver 1, il a trouvé 0,98. On est bon. Ici, il aura dû trouver 0, il a trouvé 0,43. On est bon, on est ensuite en dessous de 0,5, donc ça passe. Ensuite, il aura dû trouver 1, il a bien trouvé 1. Ensuite, il devait trouver 0, il a trouvé 0. Il devait trouver 1, il a trouvé 1. Et il devait trouver 0, il a trouvé 0. Donc on voit que déjà, après plusieurs itérations, elle s'améliore notre machine. Là, j'aurais pu faire à peu près, je sais pas, 300 000 itérations. Et là, j'aurais eu encore des résultats plus proches de la réalité. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va créer une fonction prédiction qui va cette fois nous dire ce qu'elle pense en fait des valeurs qu'on lui rentre. Et elle va nous dire la couleur qu'on est censé avoir. On crée donc une fonction que je vais appeler predict, que donnée prédite après entraînement. On va afficher la valeur d'entrée, celle qu'on lui demande de nous prédire. C'était donc la valeur qu'on avait appelée prédiction tout à l'heure. X prédiction. Voilà, c'est la valeur qu'on est censé découvrir. Donc maintenant, on peut prédire la sortie. Maintenant, on va faire un petit truc tout simple. On va dire si cette prédiction elle est inférieure à 0,5, dans ces cas-là, ça veut dire que la fleur est bleue. Sinon, c'est que la fleur est rouge. Bon, je prends pas le cas où c'est égal à 0,5, ça arrivera pas de toute façon. On va appeler ici, du coup, notre fonction de prédiction. Donc nnPredict. On enregistre et on lance de nouveau le programme, avec tout autant d'itérations. Vous pouvez en mettre plus si vous le voulez, si vous avez le temps. Petite erreur au else, j'ai oublié les 2 petits points, n'oubliez pas. Bon, si tout va bien, pendant que c'est en train de calculer, normalement, on regarde la valeur, j'ai mis 4,5 et 1,5. Si on regarde à peu près les autres valeurs, si tout va bien, normalement, ça devrait être une fleur de couleur rouge. Donc, on va voir ce que nous prédit l'intelligence artificielle. Voilà, la prédiction est terminée. On voit ici après les itérations ce que ça nous a donné. Il devait trouver 1, il a trouvé 0,9, c'est pas mal. Il devait trouver 0, il a trouvé 0,01, c'est pas mal. 1, il a trouvé 0,99. Là, il y a une petite erreur. Il est à 0,73 pour la 4e valeur, alors qu'il a dû trouver 0. Vous voyez comme quoi, des fois, peut-être plus d'itérations, il aurait fallu. Ici, 1, il a bien trouvé 0,86. Ici, il a bien trouvé 0, il a bien trouvé 1, il a bien trouvé 0. Et donc, suivant sa prédiction, la fleur est de couleur rouge. Et c'est bien ça, ce qu'on attendait. On va faire un autre test. Cette fois, on va essayer de mettre une fleur qui n'existe pas déjà. Par exemple, 1 existe. 1,5, est-ce que ça existe? Non, on va mettre par exemple une fleur qui est de 1,5. Techniquement, cette fleur-là n'existe pas. On l'a pas rentrée dans notre tableau, donc on va voir s'il nous la prédit bien. Normalement, elle devrait être de couleur bleue, si tout va bien. On va donc relancer la machine. On va laisser calculer. Donc voilà, la prédiction est terminée. Il nous a bien prédit une fleur de couleur bleue. Parfait. C'est bien ce qu'on voulait. On va voir maintenant la dernière itération. Pour 1, il a trouvé 0,94. Pour 0, il a trouvé 0,2. Pour 1, il a trouvé 0,99. Pour 0, il a encore trouvé 0,82. Donc il a encore eu du mal cette fois. Pour 1, il a trouvé 0,9. Parfait. Pour 0, il a trouvé 0. Pour 1, il a trouvé 1. Et pour 0, il a trouvé 0. Il y a juste cette petite valeur-là qui me dérange. J'ai fait une petite itération à 150 000. Donc ça va être très long. On se retrouve juste après quand ce sera terminé. Alors voilà, les 150 000 itérations sont terminées. Et du coup, alors, sortie actuelle, 1, on a 0,76, on est bon. 0, on a 0, parfait. 1, on a 0,99, c'est presque 1, c'est parfait. Ensuite, la valeur qui nous posait problème, c'est bon. On est en dessous des 0,5, on est à 0,44, donc c'est bon, on est proche de 0. Ensuite, 1, on a 0,77, parfait. 0, on a 0. 1, on a 1, et 0, on a 0. Donc parfait. Vous voyez comme quoi, faut aller laisser encore l'intelligence s'entraîner. On peut encore laisser plus longtemps. Là, je sais pas combien de temps ça m'a pris, peut-être 5 minutes, peut-être. On aurait pu le mettre 1 million de fois, et là, à la fin, normalement, ça sera vraiment proche de nos valeurs. Et ici, on devrait avoir quasiment 0,99 partout, même. Ici, on a déjà 1 de toute façon après 150 000 itérations. Donc qu'est-ce que ça serait après plus d'1 million? Voilà pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Voilà, c'en est donc fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu longue, mais on parlait de notions quand même plutôt compliquées, donc faut pas hésiter à les expliquer, j'espère surtout avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas le petit j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche, puis nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!